Bonjour, merci d'être venus aussi nombreux à cette conférence sur l'expérience client qui est un booster de chiffre d'affaires. Pour en parler autour de moi, donc d'abord Bérangère O, CEO de Big Mama. Bonjour à tous. Soraya Lolas qui est chef exécutif de Elan, le café instagrammable, le plus instagrammable au monde, dit-elle. Jean Ganizat. Bonjour. Voilà, qui est fondateur de Melt, et Jonathan Jablonski, un serial entrepreneur à la tête notamment de Factory & Co. Alors, je crois qu'il faudra que vous le passiez entre vous. Et donc, moi, ce qui m'intéresserait, c'est déjà que chacun définisse, par rapport à sa propre enseigne, comment vous travaillez, pourquoi vous travaillez sur l'expérience client, et qu'est-ce que ça représente pour vous. Alors, Bérangère, si vous pouviez commencer. Alors du coup, j'imagine qu'autour dans le public, il y a surtout des restaurateurs et des hôteliers. Donc évidemment, pour nous, l'expérience client, c'est le cœur et le fondement de notre métier. C'est-à-dire que c'est ce qui est à la source de tout ce qu'on fait au quotidien, de toutes les stratégies qu'on met en place, et tout tourne autour de cette expérience. Et en fait, en réfléchissant un peu au thème, je me disais que plus que jamais, alors, donc moi je représente Big Mama ici, donc on est des restaurants indépendants, restauration assise, et en fait, plus que jamais, la restauration assise n'est plus là pour servir une assiette, mais pour servir tout un ensemble de choses qui va constituer cette expérience. Parce qu'on est dans une ère de réseaux sociaux, d'images, où beaucoup plus de choses que simplement le goût va compter à la fin du repas. Je m'arrête là parce que je peux être très longue et Sabine me regarde déjà avec des yeux noirs. Soraya, on rentrera dans le vif du sujet, ne vous inquiétez pas. Soraya. Parfait, bonjour à tous. Moi, je voulais vous présenter un peu notre marque, Elan Café, qui est le café le plus instagrammable au monde. C'est une marque anglaise créée par la fondatrice Alexandra Miller, qui est très lumineux, très rose. Voilà, comme ça vous voyez un peu l'image de notre restaurant. On a 38 restaurants dans le monde. On s'est installé en France en 2021 à Paris, Galerie Lafayette, à Haussmann, au 4e étage, Chaussures Femmes. Notre restaurant est très girly, rose, lumineux, avec une vue à couper le souffle sur le Sacré-Cœur. On est le café le plus instagrammable au monde, donc on fait très attention à la présentation de nos assiettes. On fait participer nos clients sur la finition des pâtisseries, comme là par exemple. Ils peuvent rajouter eux-mêmes le Nutella sur le pancake ou le sirop d'érable sur notre French toast. Et on est bon, beau et très généreux. Merci Soraya. Jean, alors pour Melt. Alors, bonjour à tous. Alors nous, en fait, effectivement, comme disait Bérangère, on s'est rendu compte de quelque chose, c'est qu'en fait, surtout à Paris ou dans les grandes villes, il y a beaucoup de restaurateurs et il y a beaucoup de bons restaurateurs. Et donc, en fait, la façon de se démarquer, effectivement, c'est par la marque employeur. Pardon, excusez-moi, je voulais t'en parler tout à l'heure, j'ai n'importe quoi. Non, c'est justement par l'expérience client, et donc du coup ça passe par tout un tas de choses, à savoir effectivement les réseaux, les lieux. Nous par exemple on met un point d'honneur à avoir vraiment un lieu différent, un architecte différent à chaque ouverture, donc toujours en gardant les fondamentaux de notre restaurant, les codes, de façon à ce que nos clients ne soient pas perdus et comprennent qu'ils soient bien chez Melt, mais de toujours essayer d'attiser un petit peu l'œil, d'essayer de recréer un petit peu une expérience dans chacun des restos, au même titre que par exemple avoir dans chacun des Melt un petit twist au niveau du menu où chaque restaurant aura un élément que l'autre n'aura pas, de façon à toujours essayer de pouvoir intéresser des gens en fonction des différents restaurants où ils pourront aller et essayer d'augmenter ça. Voilà. Et Jonathan, je crois que toi, tu as retravaillé complètement l'expérience client l'année dernière. Est-ce que tu peux nous dire dans quel sens et je crois que tu en es relativement heureux. Oui. Bonjour à tous. On va parler déjà de Factory & Co dans un premier temps, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs marques dans lesquelles on travaille, on développe. Mais Factory & Co, ce qui est intéressant,
c'est qu'on est avant tout restaurateur. Et n'oubliez pas que l'expérience client, elle commence déjà par un bonjour auprès de son client et un au revoir et savoir comment ça s'est passé à la fin. C'est déjà ça, ce petite chose, elle a quasiment complètement disparu. Et on parle de digitalisation, de plein de choses pour augmenter les avis clients, mais ça commence déjà par le bonjour et le au revoir. Et comment ça s'est passé? Si on va aller un peu plus loin chez Factor & Co, jusqu'à maintenant, enfin jusqu'il y a à peu près 1 an et demi, on était un restaurant type fast casual, donc avec un service au comptoir, on prenait un beeper, on était les premiers en France à faire le beeper depuis plus de 10 ans. Et après on se relevait, on allait chercher son plat. Et on a décidé effectivement d'amener une expérience complètement différente et de créer Factor & Co Sports Bar. Donc l'idée, c'est d'avoir des écrans géants dans le restaurant, d'avoir plein de diffusions de matchs différents à tous les moments de la journée. Et on a donc rajouté cette nouvelle décoration. Alors, j'ai pas les photos, je suis désolé, j'ai oublié de les envoyer. Hélène, c'était très bien, mais moi j'ai oublié. Mais vous irez voir sur le site internet ou sur Instagram. C'est un lieu hyper immersif. On est à New York, on est dans un New York qui existe depuis des années. C'est pas quelque chose qui a été fait à la va-vite. Et on a rajouté donc ces écrans, on a rajouté la digitalisation aussi du parcours client, notamment avec les bornes de commande et les QR codes à table, le service à table, la vraie vaisselle. Et c'est vrai que quand on mange un cheesecake maintenant chez nous, dans une vraie assiette bien décorée, avec le coulis qui va bien, une vraie cuillère, c'est quand même plus sympa qu'à l'époque avec une assiette en carton ou une cuillère en plastique qui cassait une fois sur deux. Mais donc ça, au niveau expérience, c'est là-dessus qu'on a vraiment travaillé. Et évidemment, tu parlais d'équipe tout à l'heure, de marque employeur. On est là pour apprendre à nos équipes à être le plus sympathique avec les clients, pour qu'ils viennent passer un moment. C'est pas juste qu'ils viennent manger, ils viennent passer un moment chez nous. Et on fait ça dans toutes nos marques, que ce soit Factor & Co, Italian Queen, Los Pueblos, Siro Superfood, et je crois que j'ai pas oublié autre chose. Alors Bérangère, tu as aussi l'importance du service, justement de l'atmosphère aussi qui est délivrée par le personnel de Big Mama. Oui, merci Jonathan d'être rentré un peu plus dans le détail, parce que c'est vrai qu'on parle d'expérience client, c'est très vague comme terme. En fait, derrière, il y a énormément de choses. C'est tout un parcours du client qui commence souvent avant son arrivée. Donc comment il vous a trouvé? C'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé des réseaux sociaux, parce que bien souvent il vous trouve en ligne aujourd'hui. Comment il vous a trouvé? Mais surtout une fois qu'il réserve ou pas, ou il arrive, une fois qu'il franchit la porte, là on le prend en charge. Et donc ça commence effectivement par l'accueil. Ensuite c'est les mots qu'on va lui dire, comment on l'accompagne à table, le fait de l'accompagner à sa table, comment on lui présente le menu, comment vont être présentés les plats, est-ce qu'on va le faire participer ou pas à son assiette en versant un coulis de chocolat comme chez vous, ou de plein d'autres manières. Chez nous, on a des pâtes dans la meule, donc vous pouvez manger les pâtes dans la meule de Pecorino. Des choses comme ça, c'est des choses qui font vraiment partie de l'expérience à globalité. Et puis après, ça va jusqu'à comment j'aboutis le repas, comment je lui demande comment ça s'est passé, comment je lui présente son addition ou pas. Nous, chez Big Mama, on a Sunday, donc vous pouvez payer en ligne et finalement partir sans avoir vu quelqu'un. Donc chez nous, c'est super important de former les équipes à dire au revoir, même si on ne fait pas payer le client. Donc tout ça, c'est des étapes en fait qu'il ne faut pas rater, parce que évidemment, avant d'être beau et instagrammable, il faut réussir toutes les composantes de chaque détail de cette expérience client. Et ça, chez Big Mama, par exemple, quand on crée des lieux, on pense à chaque détail du lieu, à toute la décoration. Si vous êtes déjà allé dans nos restaurants, vous verrez qu'il n'y a pas un cadre, il n'y a pas une couleur, il n'y a pas un angle de vue qui n'est pas réfléchi du point de vue de l'esthétique et de est-ce que c'est beau. Donc l'expérience, c'est vraiment tout ça. C'est à la fois comment on accompagne le client et dans quel environnement on le met, quelle assiette on lui propose. C'est extrêmement large, et c'est aussi pour ça que ça nous occupe, dans notre métier, ça nous occupe à plein temps et sur plein de métiers différents en fait. Et je tiens d'ailleurs à vous remercier, Big Mama, parce que je connais bien Victor et Tigrane. Et ce que vous faites, c'est vous qui avez mis la barre super haute sur l'expérience client. C'est vous qui avez créé cette immersion totale. Quand on va chez Big Mama, on est en Italie, je veux dire, il n'y a pas de sujet. C'était jusqu'au choix des serveurs, l'ambiance, c'était vraiment les précurseurs, et c'est vous qui avez réussi à mettre la barre super haute. Et du coup, on est obligé de suivre si on veut faire quelque chose de bien. Alors moi, ce qui m'intéresse, Soraya, c'est que justement, le personnel est aussi très important, et il y a des étapes qu'ils doivent respecter justement pour que ce soit très fluide, très transparent aussi pour le consommateur, mais qu'il soit bien accompagné. Exactement. Chez Elan Café, on forme tous nos serveurs sur des steps
de service, comme disait Bérangère, l'accueil, l'accompagnement. On parle aussi de la carte et de notre menu. On se présente d'abord pour commencer, toujours, ça fait partie des steps du service. On demande, une fois on a installé le client, qu'il a fait son choix par rapport au menu, bien sûr s'il a des allergènes, etc. On l'accompagne par la suite en lui expliquant bien notre carte et bien sûr faire des petites ventes additionnelles, rajouter des petits suppléments sur le food ou la boisson. Garder toujours le sourire, bien sûr, être toujours à l'écoute en permanence jusqu'à l'accompagner à la caisse au moment du paiement, le remercier, essayer de le fidéliser le plus possible, lui raconter notre histoire et l'aider pareil à prendre de très très belles photos. Tout est étudié pour chez Elan et comme ça il pourra par la suite poster ces belles photos sur les réseaux sociaux. Et vous avez des clients mystères aussi qui passent au moins une fois par mois pour s'assurer que tout fonctionne bien. Exactement. Donc le client mystère est envoyé par la direction, donc par l'Angleterre, qui vient une fois par mois, qui connaît très bien les codes Elan, qui pose des questions, beaucoup de questions. En général, on arrive à les détecter, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire pareil pour tous nos clients. Parce qu'ils ne vous préviennent jamais. 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 Donc on a une note principalement sur le service, une note sur le food et les boissons. Donc on doit respecter les fiches techniques Elan partout dans le monde, sur toutes les recettes, le grammage. On doit mettre des fleurs partout, des fleurs comestibles, des fleurs de pensée partout. Donc ça, c'est très important. Et pareil, il faut que le restaurant soit vraiment au top, très propre. Les vitrines bien garnies de pâtisseries anglaises, très généreuses, très bonnes. Et pareil, fidéliser et accompagner le client jusqu'à la fin. Et donc, Jean, tout à l'heure, tu as parlé au tout début de la marque employeur. Pour toi, la marque employeur, c'est aussi une façon, finalement, quand tu satisfais tes collaborateurs, ça permet derrière d'avoir la belle expérience client qui va bien. Est-ce que tu peux nous raconter comment, justement, tu procèdes ? Alors, oui, bien sûr. Alors, au niveau donc, de la marque employeur, en fait, déjà, nous, on a fait rentrer quelque chose qui est quand même un game changer. On a fait rentrer les TPE, donc Sunday, au sein de au sein de nos restaurants. Et c'est bien de revenir sur la tech aussi. Non, mais c'est vrai parce qu'on fait, c'est un peu la tech aussi aujourd'hui, c'est le food hotel tech. Et en fait, c'est vrai que nos serveurs, via ces TPE, ont littéralement doublé leur pourboire, ce qui clairement améliore leurs conditions de travail, augmente leur motivation, leur donne encore plus envie d'aller travailler, d'être encore plus sympa avec les clients, etc. Donc ça, clairement, c'est quelque chose qu'on a réussi à mettre en place assez rapidement. Mais toujours dans la marque employeur, ça passe aussi par une gestion des horaires. Par exemple, on leur propose aussi de faire du 4-3. On propose des horaires, tu travailles 4 jours, tu as 3 jours de repos. Et donc en fait, ça te permet d'avoir un long week-end, d'avoir autre chose que juste, par exemple, dans la restauration, parfois il y a des horaires pratiqués, type la coupure, donc par exemple 5 coupures, etc. Donc ça, on essaie de vraiment pas du tout faire ça. Donc les horaires, 4-3, les pourboires. Par exemple, je ne sais pas si je ne suis pas là pour faire de la politique, mais c'est vrai qu'on accompagne aussi pas mal nos salariés dans la régularisation par le travail. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui nous permet de montrer qu'il y a une finalité aussi dans le fait de rester avec nous et de valoriser ça. Mais je vais pas trop parler de ça non plus. Et sinon, il y a aussi autre chose sur laquelle je voulais parler. C'était toujours Sunday. En fait, nous, on a une gestion du flux. On a parfois, pendant les services, on a vraiment beaucoup de monde. Et en fait, le fait de pouvoir avoir un QR code directement sur place, ça va augmenter deux choses. Ça va augmenter donc l'expérience client qui va être améliorée parce que les clients, au lieu de retourner à la queue, retourner à la caisse, faire la queue une nouvelle fois pour régler, ils peuvent régler directement à table. Donc ça, vraiment, ça nous a permis de fluidifier. Et aussi, donc, le client et aussi nous, les personnes avec qui on travaille, qui se sont rendus compte qu'ils avaient donc moins de choses à faire et que c'était plus facile pour eux de gérer le service opérationnellement. Voilà. Jonathan, si tu peux nous parler justement de tout ce qui est digitalisation, les bornes de commande, ce que ça a pu apporter et comment tu travailles l'expérience client, même si les gens commandent justement sur ces bornes.
Juste, t'as un code promo chez Sunday ou pas? Parce que j'y vais après, j'ai rendez-vous à 15h. T'as des parts? Non, Sunday, c'est super. Je veux vraiment le mettre en place par ailleurs. Digitalisation, ouais, donc on a mis en place, nous, le système 6XPOS pour les bornes de commande. Et donc on a tous les écrans de production en cuisine, donc ça nous fait vraiment gagner du temps. C'est vraiment bien fait. Le nouveau concept, Factor & Co, les bornes de commande, la digitalisation du parcours, la recherche des avis clients, super important. N'hésitez pas, si vous êtes restaurateur, hôtelier, quand ça se passe bien avec un client, à lui demander, enfin lui proposer gentiment, il ne faut pas le forcer, il ne faut pas mettre le flingue sur la tempe, mais s'il peut mettre un avis 5 étoiles, c'est important parce qu'il n'y a que le 5 étoiles qui compte des points. 3 et 4 étoiles, ça ne compte pas de points, 1 et 2 étoiles, ça enlève des points. Donc il n'y a que le 5 étoiles qui est important. Donc tout ça, plus, encore une fois, le service à table, la nouvelle vaisselle, fait qu'on a, chez Factor & Co, depuis le début de l'année, on a augmenté le chiffre d'affaires entre 25 et 65% en fonction des points de vente, ce qui est assez incroyable compte tenu de la période. Voilà, donc c'est ça les résultats. On a digitalisé, on fait attention à nos clients, on fait attention à l'expérience client, et ça paye. Et il faut être consistant dans ce qu'on fait, mais ça paye. On est plutôt content. Soraya, j'aimerais bien qu'on revienne parce que vous avez aussi des tablettes. Oui, alors parce que le client arrive et peut commander seul. Enfin voilà, comment ça se passe. On a décidé, et les limites du système aussi. On va bientôt les installer aux Galeries Lafayette. Donc on essaye de ne pas les mettre partout sur toutes les tables parce qu'on a retrouvé des difficultés avec certains clients qui ne voulaient pas passer par ce genre de tablette. Mais l'expérience qu'on a eue chez Elan s'est très très bien passée. Donc ça facilite justement pour certaines personnes de passer facilement leurs commandes et également pour nous, entre parenthèses, d'économiser un peu la masse salariale, de passer par directement les tablettes et d'avoir moins de serveurs, laisser les clients gérer seuls leurs commandes. Alors j'aimerais bien qu'on revienne, Bérangère, justement, Jonathan parlait des avis. Et est-ce qu'on voit de plus en plus de chaînes qui incentivent aussi les équipes sur les avis? Comment est-ce que vous les travaillez chez Big Mama? Déjà, effectivement, j'étais chez Accor il y a une dizaine d'années. Et il y avait un chiffre qui circulait, je ne m'en souviens plus exactement, mais on disait que 0,1 point gagné sur la note Google permettait en fait d'avoir une incrémentation de la top line de X%, mais c'était significatif. Malheureusement, j'ai plus ce pourcentage, c'est trop loin et puis ça a évidemment dû changer. Mais il est évident, et je pense qu'on l'a tous expérimenté, que cette fameuse note Google, elle permet d'être un accélérateur de chiffre d'affaires. Et du coup, cette note, il faut la travailler et pour la travailler, donc du coup, une piste peut être le challenge. On en fait, j'imagine que vous en faites tous. Il faut être prudent avec les challenges parce qu'on peut aussi tomber sur des commentaires du type merci beaucoup à Pedro pour ce magnifique service et merci pour la limonade qu'il m'a offerte en échange de ce 5 étoiles. Donc toutes ces choses-là doivent être extrêmement finement conduites. Typiquement, ce que disait Jonathan, si on sent bien l'expérience, si le client en face est comme ci ou comme ça, on peut lui suggérer de mettre un avis, mais il faut avoir des personnes assez bien formées pour savoir à quel moment on peut le faire, à quel moment on ne peut pas le faire, et pour éviter d'être juste dans quelque chose de lourd ou de systématique qui va du coup pas passer et même être contre-productif. L'exemple que j'ai donné, c'est du vécu, mais en général, le gars, il ne met pas 5 étoiles, il met 1 étoile, parce qu'évidemment, il s'est senti manipulé. Il merci, le gars m'a fait un bon service, parce qu'à la fin, il voulait probablement avoir un incentive, et donc ça passe pas. Mais oui, cette note, il faut y faire attention. D'ailleurs, j'ai écouté la conférence tout à l'heure, peut-être que d'autres l'ont écouté aussi, de Charles-Antoine de Meta, qui disait que cette année, en 2024, la manière dont Google va afficher les résultats va changer parce qu'il y a eu une législation qui entre en vigueur. Et donc, je ne connais pas bien ce sujet, mais je me suis dit, je vais aller creuser parce que potentiellement, si demain, les restaurants ou les hôtels ne remontent plus en fonction de leur note Google, mais en fonction d'une note blendée, parce que le moteur de recherche n'a plus le droit de pousser ses propres canaux, ça peut changer aussi la donne sur la manière dont on travaille cette note aujourd'hui, parce que
Il y a 10 ans, tout le monde était sur TripAdvisor. Aujourd'hui, tout le monde est sur Google. On est même plutôt sur Google Maps d'ailleurs que sur Google parce que c'est ça le vecteur aujourd'hui utilisé par la majorité des clients pour choisir l'endroit où ils vont aller. Donc il faut être vigilant sur les changements de pratique et être sûr de toujours monter dans le bon train parce que c'est hyper stratégique pour le chiffre d'affaires. Soraya, justement, sur les avis, et comment Oui. vous les travaillez aussi? Également, en fait, on met une sorte de prime, récompense, pour le serveur qui a plus d'étoiles, sans, comme disait Bérangère, rentrer dans la lourdeur, être vraiment professionnel du début à la fin. Ça fait partie également de la formation de nos serveurs sur les steps de vente, les steps de service, etc. Donc, proposer vraiment notre service à chaque moment, à la fin de notre expérience chez Elan Café, parler avec le client, lui demander, on a des QR codes, de mettre des petites étoiles sur Google. L'expérience chez Elan, pour le moment, se porte bien. On a de très, très bons avis. Pareil, sans rester à chaque fois dans les propositions ou la lourdeur, encore une fois, être aussi souriant du début à la fin et professionnel. Jean, un petit mot à rajouter là, justement sur... Oui. Alors, bien évidemment, le SEO, les avis sont hyper importants. On va dire que je fais encore de la pub. Alors, c'est pas pour sonner cette fois-ci, mais nous, en fait, on bosse avec Malou. Salut Louisa, c'était là. Et c'est super. C'est super, en fait, ça permet de réunir en fait toutes les plateformes, TripAdvisor, Google, Facebook, Instagram, de réunir en fait toutes les plateformes sur lesquelles vous êtes connectés et de faire en sorte que toutes les informations soient exactement les mêmes sur votre tableau de bord que directement, en fait, par exemple, vous voulez changer les horaires, ça va être les mêmes horaires sur toutes les plateformes, etc. Donc justement, ça, l'algorithme Google va le valoriser. Et ensuite, après, ça vous permet de répondre quasi quotidiennement à tous les avis qui sont laissés sur votre plateforme, notamment Uber Eats aussi, même s'il n'y a que, honnêtement, nous qui les lisons, mais ça nous permet aussi de savoir un petit peu c'est quoi les retours, etc. De faire aussi monter donc, nos mots-clés dans l'algorithme Google, comme tu disais, Bérangère. C'est vrai que ce serait un autre métier si demain les mots-clés n'étaient plus valorisés pareillement, quoi. Parce que le référencement, en fait, c'est vrai que ça mettrait tout le monde à la même page. Ceux qui le font bien et ceux qui le font pas bien seraient tous. Donc ça, je ne sais pas comment est-ce que ça fonctionnerait. Mais en tout cas, on a vraiment donc on prend ça vraiment très au sérieux. Et effectivement, ça c'est limite encore le suivi. C'est-à-dire qu'une fois que la personne est venue, elle a fait l'expérience, elle a payé. Si elle laisse un petit avis et que derrière vous répondez, vous êtes hyper réactif et vous essayez de donner un petit avis un petit peu personnalisé, pas juste un avis bateau où vous répondez la même chose à tout le monde, ça fait toujours son petit effet. Voilà. Jonathan, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça, justement, une fois que le client est sorti de chez Factory & Co, comment tu travailles ensuite? En fait, on commence à tester une solution où on va pouvoir en baser un maximum de clients grâce à des systèmes de loterie, des jeux, des choses comme ça, où il y aura évidemment des cadeaux à gagner, des beaux cadeaux à gagner. Donc le client va s'inscrire, il va laisser ses coordonnées et après on peut effectivement lui envoyer de l'emailing pour l'inciter à revenir, pour lui envoyer les promos. Il ne faut pas que ce soit trop lourd parce que sinon le client va se désabonner. Il faut le faire de manière intelligente. C'est comme pour les avis, en fait, il faut y aller de manière intelligente. Subtil. Encore une fois. Oui, subtil. Et effectivement, comme disait Bérangère, il faut que la personne qui aille demander les avis ne soit pas quelqu'un qui soit lourd. Il faut que ce soit fait de manière intelligente et il faut sentir, en fait, du coup, il faut avoir une sensibilité à cette expérience client. Je pense que c'est vraiment important. Et les uns et les autres, vous avez des systèmes de feed, justement, de fidélité pour améliorer aussi et puis pour créer encore plus le lien une fois que le client est sorti de vos points de vente? Ouais, tu veux parler de De quoi Attends, tu peux répéter la question, s'il te plaît? Est-ce que vous avez, vous aussi, des programmes de fidélité que vous travaillez justement pour... Ouais, alors du coup, Malou n'a pas encore finalisé la fidélité sur... mais ils sont dessus. Mais donc en attendant qu'ils soient dessus, on travaille avec Pongo. Mais Pongo, ça marche aussi. Voilà.
et Soraya Bérangère, enfin l'une... Oui, pareil, nous aussi on travaille sur une sorte de carte de fidélisation où on va gagner des points à chaque passage pour avoir par la suite des réductions dans nos restaurants. Donc on y travaille. Nous, on n'a pas mis en place de programme de fidélité. On est un peu en retard là-dessus. En fait, c'est une réflexion qu'on conduit depuis quelques années, mais on n'arrive pas à trouver l'angle d'approche. On a Big Mama, on l'a dit tout à l'heure, c'est tout un environnement, c'est un voyage. On fait attention à chaque chose et on n'a pas trouvé notre manière un peu fun, un peu qui nous ressemble d'approcher le programme de fidélité classique où vous allez, où vous gagnez des points. Par ailleurs, je pense qu'il y a aussi un petit frein qui est à partir de quelle taille ce type de programme devient intéressant pour le consommateur. En fait, quand vous êtes Air France, quand vous êtes Accor, ça tombe sous le sens parce que vous êtes partout, donc, ou même McDo. On peut comprendre quand on est des chaînes internationales et qu'on offre vraiment une expérience qui répond au même code absolument partout, ça se tombe vraiment sous le sens. Mais on sait aussi qu'un programme de fidélité, c'est beaucoup de travail, c'est des investissements financiers, c'est un suivi, c'est probablement des équipes à mettre derrière pour le piloter. À partir de quand est-ce qu'on se lance là-dedans? Donc voilà, nous, on est un peu dans une réflexion qui tourne pour les deux raisons que je vous ai évoquées. D'abord parce qu'on ne trouve pas l'angle et ensuite parce qu'on se demande si c'est le bon moment pour nous et si c'est vraiment payant à ce stade. Et peut-être que vous n'en avez pas besoin. Aujourd'hui, la manière dont on parle à nos clients, c'est que y a déjà les fans qui sont un peu qui spontanément vont sur notre site, vont s'inscrire. On envoie des newsletters, on a les pages Instagram évidemment, TikTok, Facebook, tout ce que vous pouvez imaginer, sur lesquels on peut aller pour suivre la marque et pour suivre ce qu'on fait. Après, quand on se passe d'un point de vue pur client, j'imagine que tout le monde est content d'être récompensé pour aller dans un endroit qu'il aime bien, mais est-ce que la fréquence à laquelle les clients reviennent justifie d'avoir un programme? Ça, c'est plutôt ça que je mesure pas trop. Et est-ce que c'est pas la fréquence? Est-ce que justement en faisant ça, on n'augmente pas un peu la fréquence et donc du coup de la top line en même temps? Tu vois, c'est aussi une question de se dire, voilà, c'est fréquence, c'est quand on a un client, c'est combien est-ce qu'il dépense, combien de fois il revient, et éventuellement le troisième, je l'ai plus, mais en gros, c'est effectivement la fréquence, c'est peut-être de l'augmenter en valorisant justement ces gens qui reviennent. Et une personne qui va venir peut-être 10 fois dans le restaurant, nous, ça nous arrive d'avoir vraiment des clients qui vraiment reviennent régulièrement, d'essayer de valoriser un petit peu ce qu'ils font. Et auquel cas, quelqu'un qui serait peut-être venu une fois ou peut-être deux, d'essayer d'aller chercher cette fameuse fréquence et cette top line. Et du coup, dans votre programme, à partir de quand je commence à avoir des récompenses? Parce que je me dis, pour inciter la personne à venir 10 fois, il faut quand même qu'il y ait une bonne incentive, quoi. Qu'est-ce qu'il gagne à partir de quoi? Un spritz, non, oui, pourquoi pas. Non, mais éventuellement un repas au bout de 10 passages. Voilà, éventuellement un repas, éventuellement un dessert. Oui. Effectivement, ça c'est aussi des produits qu'on est en train d'essayer aussi de mettre en place. Mais je sais pas, pareil, nous aussi dans ce travail de réflexion et d'essayer de trouver le bon angle. Mais je pense qu'il y a un vrai enjeu là-dessus, ouais. Encore une fois, parce que beaucoup de restaurateurs, beaucoup de bons restaurateurs, donc on se démarque par la nourriture qui est de bonne qualité, qui est sympa, l'endroit, le staff, mais bon, on est déjà beaucoup en fait à faire ça. Donc en fait, est-ce que c'est pas encore le petit truc à aller chercher derrière, de se dire, comparer entre 10 bons restos avec 10 bonnes expériences clients, quel est celui qui va me faire revenir? Peut-être c'est en mettant un petit peu de fidélité. Alors, on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de décor, on a parlé de services, etc. Et on n'a pas parlé du tout d'assiette. Alors, on dit que c'est plus suffisant, mais est-ce qu'il y a aussi l'expérience client qui est liée finalement aussi à un tarif de l'assiette, enfin, la qualité de l'assiette pour un tarif donné? Et donc, c'est une dimension globale aussi, parce que là, on est complètement sorti de ce schéma-là. Bérangère? C'est sûr que le rapport qualité-prix, je pense, a toujours été super important. Et est-ce que ça l'est plus qu'avant, autant qu'avant, moins qu'avant? Moins qu'avant, je pense pas. Plus ou autant, je dirais qu'on est sur un des deux. Évidemment, parce que crise du pouvoir d'achat, on le voit quand il y a beaucoup de statistiques sur le midi où on a moins de clients le midi globalement parce qu'en fait, le consommateur progresse. Il
y a toute une partie des consommateurs qui étaient ceux qui venaient au resto pour prendre juste un plat et qui aujourd'hui finalement vont peut-être plutôt acheter quelque chose au supermarché à côté du bureau. Mais je crois que le plus gros concurrent le midi aujourd'hui, c'est la gamelle qui est revenue. Ouais, c'est 17%. Hein. C'est incroyable. Donc oui, si 17% des personnes ont décidé de ne plus aller au resto le midi pour privilégier quelque chose qui est fait chez lui ou quelque chose qui est acheté à côté, c'est pas parce qu'il préfère faire maison, c'est parce qu'il est rattrapé au portefeuille. Donc cette personne-là, elle garde peut-être un petit budget pour sortir le week-end, mais elle fera attention au rapport qualité-prix. Donc c'est quelque chose sur lequel, nous par exemple, quand on étudie tous les jours, on lit nos commentaires clients, on suit le pourcentage de commentaires qui est lié au rapport qualité-prix et on se pose perpétuellement la question de est-ce que par rapport à ce que je mets dans mon assiette, je tiens ma promesse. Donc chez Big Mama, la promesse c'est de faire des plats maison accessibles et généreux. Est-ce que je reste accessible et généreux? Et à chaque fois, on se repose la question. Et dès qu'on a un commentaire client, même si c'est un client parmi 1000, on va aller voir le plat dont le client parle et on va se demander est-ce que ce client a raison ou pas? Est-ce qu'on rajoute quelque chose dans le plat pour être plus généreux? Donc c'est une question qu'on se pose en permanence. Soraya? Oui, chez Elan, c'est exactement pareil. Donc on est vraiment, on vise bien sûr le plat, la beauté, il faut que ça soit beau, bon et généreux. On est vraiment dans la générosité. Donc on fait très attention au coût. Ne pas arnaquer nos clients, vraiment être très généreux. On revoit à chaque fois nos recettes. On fait 2 menus par an. Tout est fait maison, vraiment. Et on essaye d'être le plus correct possible. On revoit aussi les avis, comme disait Bérangère, pour se remettre en question en permanence. C'est très important de répondre à la satisfaction de nos clients en permanence. Donc, c'est quelque chose de très important chez nous, chez Elan Café. Jean, tu as quelque chose Brièvement, nous, en fait, nous, pareil, notre promesse, c'est qu'on est, entre guillemets, accessible. C'est de rendre de la viande de qualité accessible au plus grand nombre. On est populaire, smoke meat every day. C'est un peu notre motto. Et en gros, nous, on bosse quand même avec des produits qui sont quand même sensiblement sujets à bouger au regard de l'inflation et des choses comme ça. Et donc c'est vrai que ça c'est un petit peu quelque chose où on doit en permanence se justifier, expliquer qu'on a des produits qui sont de bonne qualité, qui sont sourcés, qui ont une réduction à la cuisson. Donc c'est vrai que ça, on essaie vraiment d'être vraiment très vigilant et de toujours pouvoir rester attractif. Et nous, on essaye aussi de s'inscrire dans le manger moins de viande, mais de meilleure qualité. Donc voilà, ça se paye aussi parfois, quoi. Après, il y a une autre manière aussi de fidéliser le client et sans avoir d'offres promotionnelles. C'est nous, ce qu'on fait, c'est le plan annuel marketing. C'est-à-dire que tous les 2 mois, on va sortir un nouveau produit, on va beaucoup communiquer dessus. Tous les 2 mois, plus des opérations un peu spécifiques. Comme dernièrement sur Pâques, on avait fait un gâteau au chocolat 4 étages, très sympa. Mais voilà, on fait des opérations toute l'année, ce qui fait que le client, il vient pour tester évidemment le produit. Et donc on fidélise le client sur du produit cette fois-ci et pas forcément sur du prix. Et ça, c'est important de le faire aussi. Alors, je vous propose peut-être de faire une petite conclusion parce qu'on voulait laisser la parole à la salle pour que vous puissiez poser des questions. Donc, honneur, peut-être Bérangère, tu commences et ensuite on fait... Expérience plus fidélité égale succès, c'est bien? Allez, question. Non, je pense que l'expérience client est quelque chose qui restera, qui est atemporel dans notre profession. C'est-à-dire que le contexte change, les outils changent, la manière d'approcher le client change, mais l'expérience était et restera le cœur de ce qu'on fait. Et ce qui fait que les clients reviennent, c'est qu'on réussit cette expérience. Pareil, il faut fidéliser nos clients en permanence, garder notre professionnalisme, suivre, former nos collaborateurs, pareil, à fidéliser notre clientèle, à mettre en valeur notre marque pour que ça puisse continuer. Oui, aller au restaurant, c'est un plaisir. C'est un plaisir que nous, Français, on aime bien faire. Et c'est un plaisir où, en fait, on va célébrer des choses, on vit des choses, on se marie, on fait un anniversaire, on signe un contrat. Et donc, en fait,
il faut qu'on ait toujours autant envie, que les gens aient toujours autant envie d'y aller, justement pour vivre et célébrer ces moments de vie. Donc effectivement, c'est au cœur de nos métiers. Juste pour finir, n'oubliez pas ce que je vous ai dit au début, et pour ceux qui sont arrivés par la suite, on est un métier de service. Donc on accueille le client, on lui fait vivre une expérience, on le raccompagne et on lui demande si ça s'est bien passé. Pensez au système américain. Les Américains, vous allez faire les courses au supermarché, on vous accueille, c'est salut, moi c'est John, je vais m'occuper de vous, je mets le truc. Enfin, il y a une vraie expérience client, il faut revenir au basique. Et après, si en plus de ça, on ajoute tous les éléments de digitalisation, tous les jeux concours, tout ce qu'on peut faire, il n'y a aucune raison que vous n'arriviez pas à exploser vos scores, ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bonjour et merci pour vos partages. Ça m'a donné envie d'aller dans certains restaurants que je ne connaissais pas, notamment vos 2 restaurants, messieurs. Donc, voilà. Alors, on a beaucoup parlé d'expérience client sur site. Vous avez beaucoup parlé aussi de vos collaborateurs. Comment est-ce qu'ils ont un jeu majeur dans l'expérience avec vos clients ? Je pense que dans vos restaurants, vous avez aussi de la livraison de plats à domicile. Et dans ce cas-là, est-ce que vous travaillez avec vos propres collaborateurs ou est-ce que vous faites appel à des prestataires type effectivement Uber Eats, Steward, Chopopop ? Et si appel à un prestataire, du coup, est-ce que l'expérience client ne vous échappe pas un peu ? Comment est-ce que vous traitez justement ce sujet-là qui n'est pas dans vos mains, mais qui est le reflet finalement de vos enseignes respectives ? C'est une très bonne question. Je commence à répondre rapidement parce que je ne suis pas un expert dans le sujet et vous allez comprendre pourquoi. Factory & Co, on a eu la chance, en fait on s'est battu pour ouvrir dans les plus beaux centres commerciaux et des endroits où il y a énormément de flux. Et avant le Covid, moi la livraison, j'en faisais pas. Et on a commencé en fait un petit peu après, mais ça représente que 5 à 10% de notre chiffre d'affaires. Et effectivement, on a beaucoup d'avis négatifs parce que le livreur, il va prendre la commande, il va aller voir un copain, il va aller prendre une autre commande, etc. Ça arrive froid. Et c'est nous qui sommes dépendants de ça. Comment on le gère ? Ça nous coûte très cher. Ça coûte très cher parce qu'on fait beaucoup de remboursements, on essaie de rappeler le client, on l'invite à venir tester l'expérience en restaurant et on est même en train de se poser la question de savoir si on continue ou pas la livraison. Donc moi, la livraison, je ne suis pas grand fan. Alors, chez Big Mama, au début, on ne faisait pas de livraison et même, c'était presque une injure d'en parler. Donc c'était avant le Covid, hein, dans l'ancien monde, justement pour cette raison-là. Parce qu'on disait, en fait, nous, on invite vraiment les clients à voyager en Italie. Comment est-ce qu'on va les faire voyager en Italie en arrivant chez eux avec une pizza ? Donc, avec le Covid, on s'y est mis. On a créé une marque qui s'appelle Napoli Gang, que peut-être certains d'entre vous connaissent et qui marche très bien. Et évidemment, la première question, c'était est-ce que c'est nous qui livrons ou pas ? Et en fait, la livraison, c'est un métier, très honnêtement. C'est un métier qui est compliqué. Et on s'est dit... À la fin, il y a des gens dont c'est le métier, qui savent le faire, nous on le fera pas bien. Notre cœur de métier, c'est de faire de la restauration, c'est de faire des bons plats maison, c'est pas de faire de la livraison. Donc on est parti avec une plateforme et en fait la manière dont on s'est dit on va repenser toute l'expérience pour qu'à la maison vous viviez un truc avec nous qui va vous rappeler Big Mama, et donc on a alors déjà on a retravaillé les recettes, hein. La pizza de Napoli Gang n'est pas celle que vous avez dans le restaurant, tout simplement parce que quand vous êtes au restaurant, le fiordi latte il fige en quelques minutes, la pizza si elle traîne trop longtemps dans un carton elle se détremperait, donc on a travaillé une pâte un peu différente, etc. Mais aussi on a travaillé le packaging, on a travaillé toute une identité visuelle, des choses un peu marrantes, des QR codes à flasher qui vont vous amener dans un univers pour vous faire vivre quelque chose qui n'est pas le Big Mama que vous trouvez dans un restaurant, mais qui va être un univers dans lequel vous allez nous retrouver nos codes, retrouver notre humour. Et en créant tout ça, là on s'est dit ok, c'est bon, on est content de ce qu'on a fait parce qu'on a réussi sans avoir nos équipes et la personne qui vous parle italien et l'humour et tout ce que vous pouvez avoir, on a réussi à recréer quelque chose qui nous satisfait. Mais effectivement, c'est tout un travail et loin d'être une évidence. C'est un énorme boulot. Chez nous, c'est des équipes à part. C'est vraiment... ça a été beaucoup de boulot pour réussir à ce travail-là. Jean, j'ai l'impression que tu avais envie de réagir là-dessus. Non, pas enfin, oui, bien sûr. Mais la livraison, nous, c'est quelque chose, effectivement, avec le Covid. Avant le Covid, je crois qu'on était à 10-15%. Et maintenant, on doit être aux alentours de 30%. Donc, ça devient quand même quelque chose d'assez majeur chez nous. Et comme on a dit tout à l'heure,
hyper vigilant sur tous les retours, qu'on prend vraiment très au sérieux, notamment via l'application Uber, notamment via justement cette recherche d'amélioration constante du SEO. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous fait une remarque sur le packaging, que ça arrive froid, que ça arrive juste le produit n'est pas bon, ne réagit pas bien, on ajuste directement et le moindre avis, on le prend vraiment très au sérieux. Et aujourd'hui, on arrive à avoir des notes correctes, enfin même bonnes sur toutes les apps. Mais effectivement, oui, la livraison, c'est un vrai enjeu. Et notamment, on a lancé un nouveau concept qui s'appelle Melt Daily, où en fait, on décline toutes les viandes qu'on fait et on les transforme en sandwich délicatessen. Et en fait, du coup, ça, c'est vraiment quelque chose où on va faire quasiment 50 voire 60% de livraison dans ces sites qui sont beaucoup plus petits, où on ne peut pas s'asseoir. Donc clairement, nous, la livraison, on y va, quoi. Et ce qui est intéressant pour revenir à l'expérience client, c'est que les facteurs de jugement sur la livraison vont être très différents de ceux dans un restaurant physique. Et notamment sur la livraison, une des clés, c'est d'être efficace, d'être rapide dans l'exécution, parce que le client qui commande chez lui, il n'a pas envie d'attendre 1 heure. Alors quand vous venez avec des copains au restaurant, vous n'êtes pas dans la même notion du temps. Donc déjà, il y a l'exécution, il y a effectivement la manière dont on va expliquer comment je réchauffe. Toi, tu es sur de la viande, donc comment j'explique à mon client comment bien consommer mon produit. Pendant le Covid, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de commander de l'étoilé chez vous. En fait, ce qui était très fort avec ce type d'expérience, c'est qu'il y avait une partie on sentait qu'il y avait un travail de pédagogie, de comment j'explique à des gens qui probablement ne savent pas cuisiner, parce que ça doit être le point de départ, comment consommer un produit qui a été calibré d'une certaine manière, fait par un chef étoilé, etc. Et donc, bon, évidemment, on n'est pas du tout dans l'étoilé, mais il y a comment vous allez expliquer aux clients comment consommer votre produit est super important. Les instructions de réchauffe, comment réchauffer le produit. Un incident peut arriver, un livreur peut arriver en retard éventuellement, ou tout simplement pas forcément la faute du livreur mais la faute du restaurant. Le produit peut arriver froid. S'il arrive froid, il faut expliquer, voilà, ça arrive. Vous mettez un papier d'alu sur votre produit pendant 15 minutes à la poêle, ça peut très bien fonctionner plutôt que, et si vraiment il y a un vrai sujet, laissez toujours la possibilité de mettre un petit mail, mettre quelque chose pour que la personne puisse se plaindre directement en direct plutôt qu'elle vous mette un mauvais avis sur lequel ça vous impactera directement au niveau probablement de votre top line. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Bonjour, je suis Sean. Déjà, je tiens à féliciter donc, les conférenciers pour leur intervention. Merci. En fait, ma question, c'est justement pour vous dire que je suis quelqu'un très curieux et ça m'arrive assez souvent de jeter un coup d'œil dans les commentaires des clients dans certains sites des entreprises, n'importe lesquelles. En fait, ma question, c'est de savoir, par rapport au flux de commentaires qui arrivent, donc comment est-ce que vous procédez pour tirer le meilleur profit afin de faire booster votre chiffre d'affaires? Parce que la question surtout, c'est de savoir, est-ce que vous avez des indices ou une grille d'évaluation de ces commentaires? Merci. Alors, si vous voulez, je peux répondre. Nous, ce qu'on fait, le commentaire, il est lu tous les jours par toutes les strates de l'organisation. C'est-à-dire que du manager, toutes les strates encadrantes, donc du manager de salle, le chef de cuisine, le directeur d'un restaurant, jusqu'aux membres du COMEX, chacun à 8h le matin reçoit dans sa boîte mail l'ensemble des commentaires qui sont tombés sur l'ensemble des sites. Donc chacun à son niveau va le lire et chacun va tout de suite agir en fonction de son poste à lui sur les commentaires qui peuvent le concerner. Donc déjà, chaque jour, le jeu se rejoue et chaque jour, on réagit aux commentaires. Les équipes, elles ont une obligation, c'est de répondre à 100% des commentaires qui sont moins que 4 étoiles. Donc à 1, 2 et 3 étoiles, il y a une obligation de réponse assez rapide pour que le client se sente entendu. Donc ça ne résout pas le problème du commentaire qui va persister et qui maintenant est posté, donc qui ne sera pas retiré. Mais je pense que c'est important aussi pour ceux qui consultent, ce qui doit être votre cas, monsieur, pour ceux qui consultent, moi je trouve ça, en tout cas quand je le fais, je regarde toujours si le restaurateur ou l'hôtelier répond et donne des justifications parce que je trouve que ça c'est un truc super important. Donc en tout cas, nous on fait déjà ces deux choses-là. Et après, tu travailles avec Malou. Donc il y a de plus en plus maintenant de logiciels comme Malou qui peuvent vous
utilisez l'intelligence artificielle pour vous aider à répondre plus vite, à adapter des réponses sans que ce soit un copier-coller de la même réponse. Parfois, vous avez des équipes qui maîtrisent mal le français autre, qui peuvent être aidées par ce type de dispositif. Nous, on n'a pas ça, mais en tout cas, quelle que soit la manière dont on le fait, le répondre, c'est important, au moins à ceux qui se plaignent. Et je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est bien sûr que vous répondez pour la personne qui a laissé l'avis. Donc, par exemple, vous laissez un avis 5 étoiles, on vous répond, c'est super. Vous laissez un avis 1 étoile, on vous répond, très bien, on a fait notre boulot. Mais vous ne répondez pas pour la personne qui a écrit, mais vous répondez pour la personne qui va le lire. Voilà, il faut vraiment le garder en tête, ça, parce qu'il ne faut pas se justifier, il ne faut pas commencer à rentrer dans une forme de guéguerre quand vous avez des mauvais avis ou des choses comme ça. Il faut vraiment partir du principe que la personne qui va lire votre avis, si par exemple une personne a une mauvaise expérience avec vous, elle ne reviendra pas potentiellement, peut-être qu'elle reviendra, mais bon, c'est malheureusement peut-être un client de perdu. Par contre, la personne qui va regarder l'avis et la façon dont vous avez dealé avec la situation, potentiellement, si vous avez fait ça de façon intelligente, eh ben, elle se dira, bon là c'est bien géré, potentiellement je trouve qu'ils ont bien géré la situation, même si effectivement il y a peut-être eu une erreur de leur part, même si peut-être la personne était justifiée dans son propos, mais je trouve que la réponse du restaurateur était à la hauteur. Une autre question ? Bonjour, merci pour votre témoignage. Je pense qu'il y a un point important qu'on n'a peut-être pas abordé sur l'expérience client et qui est quand même assez à la mode, c'est la personnalisation. On a parlé de parcours client, de programme de fidélité. Est-ce que vous, au travers de vos expériences aujourd'hui, vous accueillez de la même manière chaque client ou est-ce qu'il y a déjà un vrai travail de personnalisation à essayer de comprendre quel client vous avez en face et à du coup aborder de manière différente cette expérience client selon le profil consommateur? Alors, personnellement, chez nous, on accueille tous les clients de la même manière. Mais en même temps, c'est les bornes de commande qui les accueillent de la même manière, donc on n'a pas trop le choix là-dessus. Non, je pensais que tu parlais de personnalisation, que le client peut personnaliser son plat, donc c'est pour ça que j'ai commencé à prendre le micro, parce que ça c'est aussi un autre point qui n'a absolument rien à voir, je suis désolé, mais effectivement la personnalisation, la possibilité de personnaliser son plat, c'est hyper important, puis ça vous explose le ticket moyen. Nous on a fait l'expérience, on a mis un burger prix d'entrée 5,90 € qui n'existait pas chez Factor & Co. Mais on a malgré tout augmenté notre ticket moyen de 20%. Parce que les clients, ils vont rajouter un deuxième steak, un deuxième fromage, machin, etc. Donc ça, c'est super important. Qui veut répondre sur sa question? D'abord, moi, je rebondis à ce que tu viens de dire avec une anecdote. C'est la personnalisation, quand vous avez des chefs de cuisine au bout de la chaîne, elle n'est pas toujours simple. Moi, parfois, j'ai des révoltes de pizzaiolo qui me disent « Ah non, je ne mets pas plus de 2 protéines sur une pizza, c'est hors de question ». Et donc, on va avoir sur Google le lendemain un client qui dit bah, « Moi, je voulais, le restaurant dispose de telle et telle charcuterie, je voulais les mettre dans la pizza, ça m'a été refusé. » Le client est évidemment extrêmement mécontent. Et moi, à l'autre bout, j'ai à gérer une personne en cuisine qui est révoltée qu'on ait voulu faire une hérésie pareille et qui a refusé. Donc, bon, parfois, ça nous amène à des situations un peu marrantes. Mais oui, de manière générale, le client a de plus en plus de demandes, si je reviens sur l'alimentaire, autour de ça, parce qu'il y a quand même une montée des intolérances, de plein de choses, donc il faut être assez à l'écoute. Après, sur l'accueil, en fait, je vais un peu faire la réponse de tout à l'heure. On a le fait de personnaliser l'accueil, en fait, a toujours existé. Quand vous aviez votre resto de quartier, bah, le propriétaire ou le gérant du resto accueillez pas de la même manière, vous accueillez pas de la même manière si vous venez tous les 3 jours et qui vous connaît par cœur d'un client qui vient pour la première fois. C'est normal, c'est de l'humain. À la fin, vous avez des humains dans une salle qui vont vous reconnaître ou qui vont pas vous reconnaître en fonction de si vous venez, si vous êtes un client régulier ou pas. Et donc ça, naturellement, il y aura des biais d'accueil. Après, aujourd'hui, la chose peut être gérée de manière différente et beaucoup plus personnalisée quand on dispose d'outils. Typiquement, si les clients réservent par un outil et que vous savez grâce à cet outil qu'il est déjà venu dans d'autres restaurants et qu'à chaque fois il a pris une pizza margarita et tel cocktail, etc., vous pouvez approcher son expérience en intégrant ses goûts, en intégrant son historique pour bien l'accueillir. Je me souviens quand j'étais chez Accor, ça c'était un travail qui était vraiment hyper fort parce que quand vous accueillez un client dans un hôtel et que vous savez que la dernière fois il a adoré telle chambre parce qu'il a mis sur les réseaux, c'est génial de pouvoir lui reproposer la même chambre. Maintenant, pour bien le faire, ça demande beaucoup de temps parce que c'est beaucoup de data et il faut derrière des gens qui savent prendre cette data, l'analyser,
l'utiliser au bon moment. Et en fait, il faut aussi après se ramener à la réalité, ce que c'est un restaurant. Vous avez plusieurs centaines de clients à accueillir avant chaque service, et c'est super difficile pour des équipes qui ne sont pas forcément très bien formées, qui n'ont pas forcément un parcours académique très complexe, de leur dire qu'il y aura 10 clients ce jour-là qui ont ça comme spécificité et qu'il faudra bien penser à ça. Donc il y a une possibilité qui est offerte aujourd'hui par des outils et une réalité de terrain humaine qui n'est pas forcément très simple à conjuguer. Soraya ? Oui, je voulais vous raconter une expérience client, pareil, où moi je suis dans la cuisine et donc du coup je prépare les repas. J'ai un serveur qui me prend une commande, par exemple, d'un œuf bénédicte qui est à base de bacon de bœuf, où le client lui demande un supplément de saumon, par exemple. Donc je prends la peine de sortir, aller voir mon client, expliquer notre menu, lui proposer une autre recette, qui est l'œuf royal. S'il veut manger du saumon, il ne faut pas qu'il mélange le saumon et le bacon. Après, il faut toujours répondre et satisfaire la demande de notre clientèle. C'est le plus important. Et le fait de voir le chef qui sort de la cuisine plaît énormément. Ça me plaît également de d'être en contact avec la clientèle. C'est top de voir le chef communiquer, parler, raconter l'histoire et dire aussi que tout est fait maison. Parler de notre carte et ça permet aussi de faire des ventes. Pour moi, c'est très important. Écoutez, en tout cas, merci à tous les quatre parce qu'on est arrivé au bout de... Je vous propose qu'on les applaudisse bien fort. Merci. Merci.